Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons la biodiversité, ce concept qui désigne l'immense créativité végétale et animale de la nature. Nous en savons presque plus sur le fonctionnement de la Lune que sur notre propre environnement dont nous dépendons pourtant. Même en 2017, très peu de communes, petites ou grandes, connaissent réellement l'état de la biodiversité de leur territoire, qu'ils font alors disparaître sous le bitume des routes et le béton des grandes surfaces et des lotissements. C'est pour inciter toutes les communes de France à faire cet état des lieux que le Parc naturel régional de Lorraine et ses partenaires ont organisé les 21 et 22 septembre 2017 au Centre Congrès de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le 2e séminaire national sur les atlas de la biodiversité communale. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Laurent Godet, vous êtes responsable de la mission préservation et valorisation des patrimoines naturels au Parc naturel régional de Lorraine. Et vous êtes à l'initiative de ce séminaire Atlas de la biodiversité communale qui se déroule ici au Palais des Congrès de Nancy. Vous êtes en quelque sorte aussi à l'origine de la démarche même d'Atlas de la biodiversité communale, Laurent Godet. Oui, tout à fait. Et effectivement, nous avons initié cette démarche en 1993, pour être précis, où nous nous sommes rendus compte, comme beaucoup de parcs de France, que si nous servions à l'aménagement du territoire, on avait encore de faibles connaissances sur notre patrimoine naturel. Donc on a essayé de cumuler les deux en se disant que inventorier ce patrimoine naturel sur chaque commune, puis le restituer à chaque commune, pour qu'elle puisse vraiment avoir un outil d'aide à la décision des politiques d'aménagement en préservant la biodiversité, c'était la meilleure chose à faire. Donc en 93, avec l'équipe qui était présente à cette époque au parc et plusieurs autres salariés, on a créé cet outil de toutes pièces qui, on le voit au fil du temps, perdure et en 2017 est repris par l'Agence française de la biodiversité pour lancer ces ABC que nous appelons, nous, Atlas communaux. Comment est une idée? Parce qu'on peut s'imaginer... citoyens lambda que nous sommes tous, on n'est pas tous des spécialistes des parcs naturels régionaux. On s'imagine toujours que finalement, dans les parcs, on sait tout de la nature. Visiblement, vous, Laurent Godet, vous nous expliquez que, eh bien, le parc étant à ce moment-là relativement récent en Lorraine, vous apercevez qu'il n'y a finalement que très peu de données. En réalité, on ne sait pas véritablement quelles sont les plantes et les animaux sauvages qui vivent sur des territoires communaux, des communes qui constituent le parc naturel régional de Lorraine. Oui, tout à fait. En fait, jusqu'à présent, et de 74 à 93, le parc a beaucoup plus compté sur le monde associatif, et il faut toujours compter dessus d'ailleurs, bien évidemment, mais pour avoir, on va dire, les noyaux de biodiversité, les réservoirs de biodiversité de son territoire. Donc ça, c'est identifié par les naturalistes depuis les années 80 avec le programme ZNIEF, puis ZNIEF pour zone naturelle, intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc on avait ces spots, ces hotspots de la biodiversité sur le territoire, mais entre cette nature ordinaire qui compose avant tout les territoires ruraux du parc, eh bien, on en savait très très peu de choses. Donc c'est pour ça qu'est né cet outil en disant essayons d'inventarier au maximum, d'avoir au moins toute l'occupation du sol et les différents habitats présents sur chaque commune et de faire comprendre et faire savoir à toutes ces communes que tout ça est lié. Et ces hotspots, eh bien, s'il y a un décorum qui est un peu nul aux alentours, eh bien, il tombera également de lui-même. Donc, et puis surtout le retranscrire aux habitants et aux élus à partir de documents graphiques, de restitution en commune, pour vraiment que chaque habitant s'empare de cette problématique. Alors, on connaît bien l'inventaire des monuments historiques, par exemple. On sait en France que il y a des églises, des monuments historiques. Ici, d'ailleurs, à Nancy, le Palais des Congrès, le nouveau Palais des Congrès de Nancy, est lui-même classé monument historique, l'ancien centre de tri. Laurent Godet, vous nous expliquez que, encore une fois, on ne connaissait pas, et probablement encore dans beaucoup de communes aujourd'hui, on ne sait pas ce qui vit, quelle est la faune et la flore sauvage, les plantes et les animaux sauvages qui vivent sur le territoire. Ça veut dire que dans les parcs, il y a une avance aujourd'hui, les parcs sont plus en avance sur ces connaissances aujourd'hui du patrimoine naturel.
Oui, il est clair que maintenant, les parcs sont vraiment un outil d'aménagement du territoire, soit un outil où l'économie rejoint la biodiversité et les paysages. C'est pour ça qu'ils ont été créés aussi dans les années 60-70. Et à l'heure actuelle, beaucoup s'emparent de cet outil-là. On se rend compte aussi qu'il y a malgré tout, à travers la France, voire le monde, un ressenti beaucoup plus positif sur tout ce qui est biodiversité. Maintenant, les gens se l'approprient, maintenant, les gens veulent en savoir plus. Et cet outil redevient, entre guillemets, à la mode, en tous les cas au goût du jour, pour ces raisons-là. C'est que maintenant, il y a des sciences participatives, tout le monde en parle. Maintenant, on parle de biodiversité sans avoir à se dire c'est un gros mot et personne ne le connaît. Non, on voit le patrimoine au pied de sa porte, comme on ne le voyait pas jusqu'à présent. Alors, très concrètement, Laurent Godet, comment se déroule un atlas ou l'élaboration, la mise en œuvre d'un atlas de la biodiversité communale? J'imagine qu'il y a, puisque c'est une question de connaissance, il y a des gens sur le terrain, très concrètement, qui vont identifier les insectes, les papillons, les oiseaux, les plantes, mais ça veut dire aussi qu'il faut une connaissance. Oui, tout à fait. Alors, ça s'établit un petit peu en deux bases. D'une part, effectivement, nous contactons les communes pour leur proposer l'outil Atlas communal. On en parle au conseil municipal, puis on fait de l'affichage pour savoir si les gens acceptent de recevoir des naturalistes sur leur terrain et sur leur territoire, pour que ça soit propriétaires privés, qui peuvent refuser, bien évidemment. Et puis ensuite, on engage la démarche. La démarche, on l'a fait avec des stagiaires, pour être clair, parce que le parc a aussi un rôle de formateur. Et donc tous les stagiaires des universités, eh bien, nous les avons aussi formés. Et on leur a fait d'ailleurs des stages d'initiation avec des professionnels de la nature sur les oiseaux, les chiroptères, les mousses, les chauves-souris, etc. Voilà. Et ensuite, ils vont sur le terrain et eux-mêmes inventorient. Puis les salariés experts du parc valident leurs données, vont avec eux sur le terrain pour un peu plus en savoir, pour revalider à nouveau les données. Voilà comment ça se fait au fur et à mesure. Et puis ensuite, tout ça est rentré dans une base de données qu'on appelle maintenant Bombina et qui synthétise l'ensemble des données des 182 communes du parc. Et au final, c'est un document écrit comme un atlas. On connaît tous les atlas routiers, par exemple. C'est un peu la même démarche. C'est un document écrit qui est consultable par tout un chacun. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'avait appelé Atlas d'origine. Ça parle à tout le monde. Un atlas routier, un atlas cartographique, et c'est bel et bien ça. Ça se décompose en plusieurs cartographies d'occupation du sol, de typologie des milieux, quel est le milieu, quel est ce type de prairie. Et puis ensuite, on hiérarchise l'intérêt patrimonial au niveau naturel de ce territoire-là, d'intérêt sans intérêt, on va dire, à intérêt international. Et ensuite, on restitue sous un document effectivement papier, puis en séance le soir, avec un petit coup à boire, parce que comme ça invite plus les gens à venir. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une sensibilisation globale du territoire. Alors, vous avez organisé cette année ici à Nancy le deuxième séminaire national Atlas de la biodiversité communale. Il y a 2 ans, il avait eu lieu à Saint-Brieuc en 2015. C'est aujourd'hui le deuxième. On peut imaginer que par la suite, il y en ait un troisième, un quatrième, etc. Qui a participé aujourd'hui ou qui participe aujourd'hui au séminaire ici à Nancy, Atlas de la biodiversité communale, Laurent Godet? Alors, je n'ai pas fait la liste parce qu'elle est longue, mais en fait, il y a tous les acteurs nationaux qui ont toujours collaboré, qui ont toujours soutenu cette démarche. Donc effectivement, il y avait France Nature Environnement, il y avait bien évidemment la Fédération des parcs, de plus en plus les parcs nationaux qui se les approprient à fond et qui a un réseau vraiment actif en la matière maintenant. L'Agence française pour la biodiversité, toute jeunement créée. Il y avait l'Adréal, bien évidemment, la région, l'État dans différentes disciplines. Il y avait aussi des DDT qui étaient là pour l'aménagement du territoire. Départemental des territoires. Mais également des acteurs associatifs. On a vraiment souhaité que la Ligue de protection des oiseaux, le Conservatoire de l'espace naturel de Lorraine, la Société Lorraine d'entomologie, l'ACPEPES, etc., tous les acteurs qui forment l'information biologique et qui peuvent être des acteurs précieux pour les collectivités pour savoir que faire de ce patrimoine-là, soient présents. Et puis au-delà, il y avait des communes d'à travers la France, des Bretons de Plougoumelen, de Saint-Brieuc, de Plérin, de Chalonnes-sur-Loire pour d'autres, et puis des communes des Cévennes, des communes des Pyrénées. C'était vraiment multi-acteurs et multi-territoires. C'était le but recherché, qu'il y ait des échanges et que chacun fasse part de son expérience sur ces atlas, où il en est, ce qu'il veut faire ou ce qu'il en a fait. Qu'attendez-vous de ce séminaire, Laurent Godet? Là, encore une fois, vous disiez qu'il réunit beaucoup d'acteurs, à la fois de l'aménagement du territoire, mais aussi des associations et tout ce qui tourne autour de la connaissance naturaliste. Qu'est-ce que vous attendrez très concrètement d'un tel séminaire national? Qu'il fasse et qu'il démontre, s'il était encore nécessaire, que cet outil, tel que nous on l'a créé en 93 et qui perdure, qu'il perdure encore et qu'il montre aux politiques, quels qu'ils soient, à toute échelle que ce soit, que c'est un besoin d'aller au plus proche
des collectivités où on est dans une sphère où on a plutôt tendance à devenir de plus en plus gros, à faire des régions de plus en plus grandes, des intercommunautés de plus en plus grandes. Or, le citoyen reste à l'échelle aussi communale et locale, et c'est lui qu'il faut aller chercher si on veut préserver la biodiversité. Donc j'espère que ce séminaire aura aussi pour but de faire perdurer cette super outil qu'est l'Atlas communal, de l'envisager à de plus grandes échelles territoriales, de plus le diffuser sous d'autres formes peut-être, et des formes plus légères pour les petites communes qui ne pourraient pas s'y investir, mais en tous les cas qu'il fasse percoler à travers la France cette notion de patrimoine et d'attribution du patrimoine et d'appropriation du patrimoine à tous les habitants. Imaginons que je sois maire d'une petite commune, j'entends parler de ce séminaire national, j'entends parler, il est probable que beaucoup de maires entendent parler peut-être pour la première fois de ces atlas de la biodiversité communale. Laurent Godet, comment je fais si je suis intéressé pour établir un tel atlas, et puis combien ça va me coûter? Alors, le coût, il est comment dirais-je, très modulable, parce qu'effectivement, on a bien vu dans les présentations d'ailleurs de ces journées que ça va de 20-30 000 euros, voire 100 000 euros à quelques milliers d'euros. Pour nous au parc, avec effectivement le stagiaire, on va dire, et puis l'équipe du parc, c'était dans les 7 000 euros par atlas, hein, pour être précis, sur une durée de 6 mois. Comment savoir s'y prendre? Il faut contacter avant tout maintenant l'agence française pour la biodiversité, ses délégations régionales, puisque ce sont eux les moteurs de cette opération-là pour l'instant, et puis les collectivités autour de chez soi, et ça on les trouve sur les sites de l'AFB, sur les sites du ministère, toutes les collectivités qui se sont déjà emparées de cet outil-là pour savoir comment ils ont fait et ce qu'il y en a à retirer. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour de la question, j'avance, avance à reculons, oui je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi des cons. J'ai fait le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton, corps en cage, cœur en prison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Assis devant ma télévision, je suis de l'homme la négation, pur produit de consommation. Oui, mon compte est bon, mon compte est bon. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le
Durablement vôtre, Éric Putschler. David Monnier, vous êtes le directeur régional adjoint de l'Agence française pour la biodiversité. L'Agence française pour la biodiversité est un établissement public administratif créé par la loi biodiversité d'août 2016. Quel est le rôle, quelle est la mission de cette toute nouvelle agence française pour la biodiversité, David Monnier? Bonjour. Alors, d'abord, il faut dire qu'elle n'est pas créée de rien. Elle a des bases solides. Donc, c'est la fusion de 4 établissements publics. Décidément, la fusion, c'est dans l'air du temps. Tout le monde, tout fusionne. Il faut... c'est comme la biodiversité, c'est dynamique. L'immobilisme, on est mort. Bon, en même temps, il faut faire des économies, travailler mieux, plus c'est mieux. Donc voilà, c'est la fusion de l'atelier des territoires. Alors j'ai dit établissement public, pardon, aux anciens de l'atelier des territoires. C'est un GIP qui est regroupé d'ailleurs groupement d'intérêt public. Merci de me reprendre. Qui regroupait beaucoup des structures présentes dans ce séminaire, hein, les conservatoires botaniques, les conservatoires d'espaces naturels, les parcs, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Donc ce GIP Athènes, l'Agence des aires marines protégées, qui était un établissement qui avait aussi une dizaine d'années, qui gère des parcs naturels marins, qui gère Natura 2000 en mer, qui s'occupe pour le compte de l'État de la mise en œuvre de la directive 4 stratégie marine. C'est aussi la fusion avec un petit établissement aussi très récent qui s'appelait Parc naturel de France, mais qui faisait une tête de réseau pour l'ensemble des parcs nationaux, parcs naturels nationaux, hein, donc les 10 terrestres, pas les marins qui étaient dans l'Agence des aires marines. Et puis moi, je travaillais à l'Office national des eaux et des milieux aquatiques, l'ONEMA, depuis bientôt 20 ans. Et toutes les missions de ces 4 établissements sont conservées. Et la loi nous a prévu tout un tas de nouvelles missions qui vont de l'éducation à l'environnement et au développement durable, de cœur de réseau pour justement tous ceux qui étaient membres du GIP Athènes, du groupement d'intérêt public Athènes, pour aussi d'autres nouveaux partenaires qui restent à finaliser. Donc on est en train de travailler par exemple avec les réserves naturelles de France pour voir comment on peut faire en sorte de mutualiser certaines fonctions, certaines compétences, d'optimiser des actions par exemple de police ou de connaissances sur le terrain. Il faut bien voir que quand on a commencé à parler de la FB, Agence française pour la biodiversité, le conseil scientifique de l'ancienne ONEMA a dit mais attendez, vous fusionnez de l'eau douce et de l'eau de mer et vous appelez ça biodiversité. Non, c'est l'Agence française de l'eau et éventuellement de la biodiversité. Donc oui, c'est ça. C'est OK. Le gouvernement a dit d'accord, vous avez raison, mais on veut justement, le but c'est de faire pour la biodiversité, pas de la biodiversité. Donc c'est une dynamique qui vient de se mettre en place. David Monnier, est-ce que ça veut dire que les différents organismes, vous disiez les missions sont maintenues, pour autant les établissements en tant que tels disparaissent? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ONEMA, d'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, il n'y a plus de structure fédérative des parcs nationaux. Tout ça, c'est fusionné véritablement au sein de l'Agence française pour la biodiversité. Depuis le 1er janvier, les 4 établissements... Alors, je vais peut-être vous poser une question qui fâche, David Monnier, mais ne peut-on pas s'étonner de l'absence, précisément dans cette fusion pour créer l'Agence française pour la biodiversité, de l'absence de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage? Vous ne me fâchez pas du tout. C'est une très très bonne question. Je vous remercie d'avoir qui a été posée. Et politiquement, il n'était pas encore temps. Dans Office national de la chasse et de la faune sauvage, il y a bien sûr faune sauvage, c'est de la biodiversité. Mais il y a surtout le mot chasse. Mais il y a le mot chasse et il y a un conseil d'administration à cet établissement public avec les chasseurs majoritaires et ils n'ont pas souhaité et obtenu un arbitrage politique pour ne pas être dans l'établissement. Au moins, vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Non, mais néanmoins, on va travailler. On travaillait déjà avant avec eux. On avait plusieurs sites dans les départements communs. Sur les mêmes locaux, on va renforcer encore cette proximité, on va mettre en place des conventions,
Sur la police, on est ultra complémentaires et on travaille déjà très souvent ensemble. Et même sur la connaissance et sur d'autres volets vis-à-vis des politiques, hein, la région Grand Est est un peu leader pour la mise en place d'un observatoire régional de biodiversité de nouveaux types, hein, parce qu'il y avait déjà des observatoires qui existaient avant la fusion des régions. Là, on va faire quelque chose de vraiment sympathique. On travaille avec l'ONCFS, hein, on ne peut pas travailler sans eux. Alors, on va revenir avec vous, David Monnier, puisque vous êtes directeur régional adjoint Grand Est de l'Agence française pour la biodiversité. Vous êtes ici présent, bien sûr, parce que c'est un séminaire national sur les atlas de la biodiversité communale. Quel est le rôle, qu'est-ce que l'Agence française pour la biodiversité amène ou peut amener et amène dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces fameux atlas pour la biodiversité communale? Alors, déjà, moi, je trouve que c'est un outil fantastique. Et dans les nouvelles missions qui n'existaient pas, en tout cas à l'ONEMA, avec un petit peu aux aires marines et à l'Athènes, il y a cette ouverture vers le public. Et ça, ces atlas de la biodiversité avec les sciences participatives, c'est quelque chose de fantastique. Et si on veut protéger la nature, il faut la connaître, donc Atlas, mais il faut aussi le faire connaître et partager les objectifs, définir ensemble les objectifs, avoir des projets à l'échelle communale ou supracommunale, peu importe. Et c'est là où hormis dans les espaces protégés, où on peut mettre du régalien, de la loi, des réglementaires, et d'ailleurs on se fait taper sur les doigts par les gens qui habitent parce qu'ils n'aiment pas ça. Il vaut mieux construire avec eux l'objectif, et là on a des meilleurs résultats. Et la nature, on a vu des maires aujourd'hui qui font des choses fantastiques et ça fait plaisir. Donc voilà. Donc nous on va apporter ça. Et deuxième point, et là on savait le faire depuis longtemps, on va apporter une homogénéisation, une valorisation des données. On va travailler avec le muséum. J'ai pas dit, il y a une autre structure le muséum d'histoire naturelle. Il y a une autre structure qui rejoint l'AFB en fondant une unité mixte. Et donc l'unité mixte Patrinat maintenant est à la fois une unité mixte du Muséum d'histoire naturelle, du SNRS et de l'Agence française pour la biodiversité. La délicieuse complexité du montage administratif français. Oui, mais c'est aussi un problème de gestion du personnel, de choses comme ça. Et à la rigueur, peu importe, le but c'est de travailler ensemble. Alors, l'Agence française pour la biodiversité, David Monnier, a lancé cet été, alors peut-être que la période, et en plus la période n'était pas favorable puisque la France dort au mois de juillet, l'Agence française pour la biodiversité a lancé cet été un appel à manifestation d'intérêt précisément concernant l'élaboration de ces atlas de la biodiversité communale. Le projet, c'était 500 communes participantes sur les 3 prochaines années. Or, cet appel à manifestation d'intérêt, plus de 900 communes se sont manifestées en l'espace de quasiment quelques semaines. Vous avez vous-même été surpris? N'est-il pas surprenant que de là où vous êtes, vous soyez surpris? Incroyable, hein? Non, mais incroyable cette réactivité. Et ça montre que la société est prête, en fait. Hein. Donc, le projet du ministère, qui était porté par Ségolène Royal très fortement, c'était effectivement de relancer ce programme. Donc, on voit que ce programme qui s'était endormi, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose pour le relancer. Et donc là, on va réfléchir comment ne pas faire de déçus. Je sais pas, je pense pas qu'on pourra augmenter l'enveloppe. 5 millions d'euros quand même en 3 ans, c'est pas négligeable. Hein. Ça dépend à quoi on compare. Oui, mais par rapport au budget de l'Agence française pour la biodiversité, par rapport au budget de l'environnement, c'est pas rien. C'est peut-être les montants qu'il faut augmenter afin que les taux baissent. Non, mais on va voir comment faire. On va voir aussi comment faire rentrer d'autres partenaires. Hein. Donc, les agences de l'eau sont intéressées par ce genre de travaux. La région qui veut être chef de file des collectivités, c'est la loi qui lui a donné. Et ici, la région Grand Est est vraiment intéressée par ce travail de chef de file-là, pourrait aussi rentrer dans un partenaire. Donc, on va travailler avec eux là dans les 15 jours qui viennent. Dès ce soir, là, j'envoie des mails. On va voir comment ne décevoir personne et surtout faire une suite à ça. Moi, je suis super heureux que ça ait super marché. Limite, quand j'ai su qu'il n'y aurait pas de suite,
J'étais déçu parce que j'ai des super projets qui n'ont pas eu le temps de se monter pendant l'été, parce qu'il n'y a pas le temps de rajouter ça au dernier conseil municipal. Voilà. Donc chez Metz, Nancy, des villes super intéressantes qui font plein de choses pour la biodiversité, étaient prêts à partir. Ils ont dit non, là on n'a pas le temps, on aurait 2 mois de plus, on ferait un super truc. Donc on peut imaginer le succès que ça aurait pu avoir si ça avait été lancé, on va dire, à la rentrée, par exemple. Ouais, mais non, mais plus de succès que ça n'existe pas. Ah bah, Non, il 36 faut 000 faire communes une en France, suite. quand même. Oui, il faut faire une suite. Et puis en même temps, si 36 000 communes font ça en même temps, il n'y aura pas assez de naturalistes, il n'y aura pas assez de bénévoles. Il faut laisser le temps de la transition. Voilà, non, il faut planifier le truc et puis peut-être faire des priorités maintenant si vraiment ça a un succès aussi fort. Et en tout cas, pas laisser retomber le soufflet et battre le fer tant qu'il est chaud. Merci. J'en sors pas d'autre. Merci David Monnier. On vous laisse retourner participer aux travaux du séminaire national Atlas de la biodiversité communale. Merci à vous. Fluide comme l'eau, libre comme l'air, comme les terres, pur comme le feu et solide comme la terre. À la mémoire des notes, de nos galères et des potes, des coups de sang énormes, du poids sur les épaules, à la lumière de nos torts, de nos erreurs et des vôtres, à la folie de l'époque, à tous les fruits de nos révoltes, à nos rêves qui se votent, au monde qu'on nous a laissé, c'était au comport, dans les tripes de nos âmes blessées, aux notes qui s'endorment, la haine au ventre, nos rêves d'enfants, à l'air, au vent, à fond. Voici que reviennent les sauvages, ceux coups et ceux qui tombent dans leur cage dorée. Nous sommes, que nous brisons peu aussitôt. Nous sommes ce qu'on ne dompte pas, ce qui fait crier sur les toits. La vie de liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Le vent effrite nos poids, souffle sur nos voiles, les poumons pleins de rêves, laissez passer les sauvages et au-delà de vos lois, comme l'amour, comme le temps, comme la mort, comme le vent, comme la vie, comme le grand, bienvenue dans la création, sachez que ce n'est pas la vôtre, libre enfant de Dieu, ce n'est pas votre faute, or que l'on adore sous les canons des ordures, ils ont mis du plomb dans les ailes, alchimistes, on en a fait de l'or pur, dites-leur qu'on ne dort plus, que leur monde est tordu, qu'on évite les torpilles de leur psychique torture, même si ça vous importune, on porte une cause, amis d'infortune, déploie tes ailes et deviens qui tu es, ose. Voici que reviennent les sauvages, ceux coups et ceux qui tombent dans leur cage dorée. Nous sommes, que nous brisons peu aussitôt. Nous sommes ce qu'on ne dompte pas, ce qui fait crier sur les toits. La vie de liberté perdue, que la nature reprenne ses droits. Régis Baudifier, vous êtes le maire de la commune, de la petite commune, ça n'a rien de péjoratif, la petite commune d'Aéros-Arbouix, une commune du parc national des Pyrénées. Oui, alors tout à fait. Donc moi, je suis maire d'une petite commune donc des Pyrénées, donc de la vallée d'Argelès-Gazost, qui se situe donc au milieu des grands sites naturels tels que le cirque de Gavarnie. Peut-être que ça parle à certains de vos auditeurs. Donc nous, on est une petite commune de 300 habitants, avec une activité donc agricole. Essentiellement, on a cette exploitation qui est destinée au pastoralisme, c'est-à-dire ce sont que des éleveurs et éleveurs transhumants. On a également des maraîchers, des jeunes maraîchers bio qui sont installés. Et on est sur une vallée touristique avec la présence de stations de ski, et la montagne est maintenant assez prisée également en été. Donc on a un flux touristique important et historique depuis le 19e avec les thermes notamment qui ont connu un fort succès. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un milieu
donc agricole, naturelle, avec la présence de prairies permanentes, de bois, mais également on se retrouve aussi avec une économie touristique qui est importante et qui est en équilibre, on va dire, avec les autres activités. Alors, on pourrait s'imaginer, avec tout ce que vous venez de nous dire, Régis Baudifier, que vous auriez pu vous lancer dans le béton à tout vent, les grands hôtels, histoire de d'accueillir le tourisme. Vous avez fait le choix, au contraire, d'avoir plutôt, si j'ai bien compris, un aménagement très très doux. Et puis vous avez réalisé donc, et c'est la raison de votre présence ici, un témoignage. Vous avez réalisé un atlas de la biodiversité communale qui a même abouti à la création d'un sentier ABC pour Atlas Biodiversité Communale. Oui, alors nous, comme la vallée, hein, le choix de ces activités douces, donc c'est un choix qui a été fait par les Pyrénéens, contrairement à d'autres vallées alpines, entre autres, donc pour diverses raisons. Donc nous, sur la commune, on a travaillé depuis un certain nombre d'années, on travaille, et mes prédécesseurs ont travaillé, pas que cette équipe-là, donc sur la biodiversité et sur la nature, parce qu'on est aussi tourné vers la nature. Donc cette année, suite donc à l'Atlas de la biodiversité qui était terminé, donc on a créé donc un sentier qui permet donc aux habitants de découvrir, pour les nouveaux habitants et peut-être pour les autres aussi, de redécouvrir donc une partie de territoire et d'aller faire une petite balade qui dure 1h30, hein, qui est familiale, qui est accessible à tout le monde, et qui permet de redécouvrir certaines de nos richesses. Alors ça peut être des oiseaux, alors ça peut être compliqué d'observer des oiseils parce qu'ils sont souvent en déplacement. Oui, ils sont mal disciplinés. Mais on a une héronière, donc qui est remarquable. Donc c'est un site donc où il y a un site de nidification important. Et donc là, c'est un peu, on va dire, l'aboutissement de la balade. Et donc, il plaît beaucoup, notamment aux enfants qui peuvent observer les hérons. Alors, si vous, en qualité de maire, et vous êtes équipé aujourd'hui d'un atlas de la biodiversité communale, Régis Baudifier, quels arguments pourriez-vous développer pour convaincre vos collègues maires dans les Pyrénées, mais aussi ailleurs, partout en France, pour rentrer dans cette démarche d'élaboration et de mise en œuvre d'un atlas de la biodiversité communale? Alors, la première chose, c'est savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si on fait un atlas pour dire, bon, on va recenser un peu nos richesses ou nos espèces, c'est toujours intéressant. Mais voilà, quand ça va finir dans un placard qui ont beaucoup d'études que l'on connaît sur nos territoires. Donc pour moi, c'est important. C'est un outil qui sert sur deux axes. Un, pour les élus. Pour nous, élus, c'est important aussi pour pouvoir réfléchir. Parce que malgré tout, même si l'aménagement était doux dans nos vallées, on a quand même connu dans les années 80 une dispersion de l'habitat qui s'est retrouvée. Éviter de faire des erreurs. C'est éviter de reproduire ces erreurs-là, de garder des trames. Et ça serait plus pertinent aussi d'un point de vue économique pour nos petites communes. Vous parlez des trames, c'est les trames vertébrées, voilà, par exemple. de regarder des corridors et de conserver de la nature dans ces vallées-là, parce que ces vallées sont prisées aussi. On a une pression immobilière qui est quand même importante, même si on n'est pas sur la côte basque ou la vallée de Chamonix, mais n'empêche, on le connaît, et donc il y a une tendance à construire un peu partout. Et après, il y a un deuxième axe, c'est pour les habitants. C'est que les habitants peuvent s'approprier ça. Et pour eux, c'est quand même assez jouissif de découvrir qu'il y a des richesses, qu'il y a telle espèce, même si ce ne sont pas des espèces qui sont très très rares, mais même communes. Mais même, je prends l'exemple de l'aigle beauté. Voilà, donc il est présent sur le territoire. Il n'a pas forcément été observé parce qu'il y est depuis toujours, mais c'est pas. Et là, les gens apprennent à redécouvrir un peu tout ça. Et ils sont fiers un peu de ça. Ils peuvent se l'approprier. Et c'est eux aussi qui nous font aussi progresser là-dedans. Et le troisième, c'est un triptyque pour moi, le troisième étage, et qui était le plus important, c'est ça qui m'a fait dire oui, on y va, et de suite, c'est vis-à-vis des petits et de l'école. Parce que c'est eux l'avenir de nos villages, et eux, ils ont travaillé là-dessus, et c'était assez extraordinaire. Merci Régis Baudifier. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Adine Hector, vous êtes chargé d'études milieux naturels urbains à l'Eurométropole de Strasbourg. Strasbourg étant capitale française de la biodiversité. En tout cas, c'est un label. Qu'est-ce que ça veut dire et que signifie ce label, capitale française de la biodiversité, Adine Hector? Donc c'est un label qui est décerné tous les ans et qui met en valeur les villes qui ont des actions en faveur de la biodiversité. Donc il y a un classement suivant la taille des villes, parce qu'effectivement on ne peut pas comparer une petite ville d'une grande métropole. Donc c'est vrai que la ville de Strasbourg a été élue capitale en 2014 pour ses actions en faveur de la biodiversité, actions complètement transversales qui reposent sur l'intervention de multiples services de la collectivité et qui reposent aussi sur tous les acteurs du territoire.
Donc on met en avant les actions de la collectivité, mais aussi les actions menées par les associations naturalistes, les associations de quartier, les habitants, les entreprises, voilà, tout acteur du territoire. Quand vous dites la transversalité, Aline Hector, ça veut dire quoi précisément? Transversalité, c'est qu'en fait, la biodiversité, c'est une affaire de tous et on est plus fort ensemble. Le but, c'est de végétaliser chaque mètre carré de la ville. Pour cela, il faut travailler sur l'espace privé, il faut travailler sur l'espace public. Sur l'espace public, c'est sur des espaces verts, mais c'est aussi sur des espaces d'accompagnement de voirie. Donc c'est vraiment un travail, oui, transversal et en commun. Alors, vous êtes venu ici au séminaire national Atlas de la biodiversité communale. On peut forcément imaginer, mais vous allez nous expliquer que non, que Strasbourg est doté d'un tel atlas, Aline Hector. Non, on n'a pas d'atlas aujourd'hui, ou en tout cas pas un atlas comme il est présenté dans le cadre des ABC. Après, nous avons quand même... Atlas de la biodiversité communale. Tout à fait. Donc nous, ça serait plutôt un atlas de la biodiversité intercommunale ou métropolitain. Nous avons malgré cela une bonne connaissance du territoire. On n'a pas attendu cette démarche des ABC pour se renseigner, pour mieux connaître notre territoire. Donc grâce à notamment un partenariat fort avec les associations naturalistes du territoire, l'Alsace est dotée d'un réseau très important avec beaucoup de naturalistes et donc ils disposent d'une base de données composée de milliers de données et ils sont en mesure de nous communiquer, de nous sortir des cartes, un équivalent d'Atlas en fait selon nos besoins. Ça veut dire qu'à Strasbourg, on a dépassé le clivage opposant les services de la ville, les politiques et les associations de protection de la nature. On a vraiment la chance d'avoir un très beau travail partenarial effectivement entre les services de la collectivité, les services des administrations, de l'État, le réseau associatif, les habitants. Voilà, je vous disais même les entreprises qui sont peut-être pas les premiers acteurs auxquels on pense pour agir pour la biodiversité. C'est vraiment un travail en commun. Est-ce que la proximité avec l'Allemagne, on sait aussi que les Allemands les citent souvent en pointe sur les questions d'écologie, d'énergie. Est-ce que la proximité avec l'Allemagne influence éventuellement précisément cette prise de conscience à Strasbourg? Je pense qu'il y a effectivement, il y a un vrai lien et cette proximité, effectivement, se ressent au quotidien. On a une ville qui est très tournée sur la nature, avec un respect de la nature par les habitants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on associe souvent effectivement à la culture germanique. Donc je pense qu'il y a une vraie sensibilité environnementale. Pendant votre présentation, Aline Hector, ici à ce séminaire sur la biodiversité, sur les atlas de la biodiversité communale, vous avez parlé de déminéralisation de la ville. Expliquez-nous. Alors nous sommes partis du constat que nous avons un certain nombre de surfaces d'espaces verts contenus qui se trouvent dans les parcs, dans des espaces un peu déjà privilégiés. Mais nous avons aussi finalement une majorité de notre espace qui est minéral et de l'espace public minéral avec des bordures. Ça veut dire couvert de béton. Alors de béton ou de pavé ou de stabilisé, mais donc ce sont des surfaces qui pour certaines sont imperméables. Donc il y avait déjà une logique aussi de réflexion en termes de perméabilité et d'infiltration des eaux. Et il y a eu une époque où c'est vrai qu'on avait tendance à minéraliser à l'outrance, à mettre un peu des pavés partout. Derrière, le zéro pesticide est arrivé. Le zéro pesticide, ça veut dire qu'on ne traite plus, ça veut dire que les herbes folles reprennent le dessus. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec des espaces avec des herbes qui poussent d'un peu partout. Et finalement, on s'est posé la question de est-ce qu'il ne fallait pas redonner ces espaces complètement à la végétalisation et complètement à la nature. Donc effectivement, on enlève des pavés pour remettre en pleine terre ces espaces. Et donc c'est la folie des herbes qui reprennent le dessus. Et c'est les herbes qui reprennent le dessus sur toute la ville. Merci Aline Hector. Merci à vous. I hear a bird chirping up in the sky. I like to be free like that, spread my wings so high. I see a river flowing, water running by. I like to be that river, see what I might find. I feel the wind blowing, slowly changing tide.
just to wait. I'd like to be that silence as the morning breaks. Jean-Christophe Gigot, vous êtes, vous, le directeur de la LPO Auvergne, et vous participez à ce séminaire national Atlas de la biodiversité communale. Qu'est-ce qu'une association comme la vôtre, une grosse association en l'occurrence, la LPO, que tout le monde connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'une association comme la vôtre peut apporter à l'élaboration et la mise en œuvre d'un atlas de la biodiversité communale? Alors la LPO, c'est avant tout une association composée de bénévoles, même si nous avons des salariés. Mais en fait, quand on fait le constat à l'échelle nationale, on s'aperçoit que la LPO peut apporter 50 millions de données de faune, pas que d'oiseaux, avec 40 000 contributeurs bénévoles. Et quand on regarde ce que l'on fait sur un atlas de la biodiversité, on s'aperçoit que globalement, les bénévoles de la LPO apportent 90% de leurs données gratuitement à la connaissance de la science. Donc en fait, c'est ça qu'on peut apporter avec d'une part des experts qui sont reconnus dans leur domaine, que ce soit les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les batraciens, les papillons, ainsi de suite, qui composent l'association. Ce sont des gens qui ont la compétence pour identifier correctement les espèces. Et donc, du coup, on amène une information qui est fiabilisée et qui va permettre de connaître la biodiversité que l'on peut rencontrer sur un territoire. Alors, vous venez de parler de bénévolat. Évidemment, on ne peut que se réjouir de l'engagement de nos concitoyens pour les plantes, pour les animaux et les oiseaux en particulier, puisque on évoque ici avec vous la LPO, Jean-Christophe Gigot. Mais est-ce qu'en même temps, on ne doit pas s'inquiéter finalement que, d'une certaine manière, la connaissance naturaliste en France repose essentiellement sur un travail de naturaliste bénévole. C'est-à-dire que on supprime le bénévolat en France, il n'y a plus de connaissances scientifiques, en tout cas naturalistes. Tout à fait. Malheureusement, c'est un fait que l'on peut que constater. Alors après, dans nos associations, je l'ai dit, elle est composée de bénévoles, mais aussi de salariés. Donc en fait, par exemple, à la LPO Auvergne, c'est 25 salariés. Au niveau national, c'est plus de 250 ou 450 salariés au total. Probablement la plus grosse association en France aujourd'hui. Exactement, notamment par le poids de ses adhérents et de ses bénévoles. Mais effectivement, elle se compose donc de façon duale, c'est-à-dire que quelque part aussi, les salariés vont apporter le cadre, le protocole quand il en faut un, le contact. Malheureusement, on en a parlé ce matin dans le séminaire, on s'aperçoit que les scientifiques dans les universités notamment disparaissent, puisque quand ils partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. C'est un vrai problème. Malheureusement, nous, associations, on n'y peut rien. On apporte notre contribution, mais celle de l'État devrait se renforcer avec la constitution de chaires consacrées à la faune naturaliste, comme ça s'est fait par le passé. Si je vous comprends bien, Jean-Christophe Gigot, vous palliez tout simplement à une certaine défaillance de ce qui devrait être le rôle de l'État, au moins dans ce domaine-là. Oui, je pense concrètement. Alors après, les bénévoles ne jouent pas n'ont pas la même fonction, ne jouent pas la même expertise plutôt, que des scientifiques qui ont un niveau de réflexion qui est autrement plus complexe que celui d'un bénévole. Donc on remplace sans remplacer. Et d'ailleurs, nous, associations de protection de la nature, on fait appel très régulièrement à des centres de recherche comme HISE, le CNRS, qui vont nous apporter ce que on n'a peut-être pas nécessairement chez nous, l'analyse des données, la fiabilité du bilan qu'on peut en tirer, et puis effectivement analyser des millions de données, ça demande un savoir-faire que l'on n'a pas dans nos associations. Qu'est-ce que vous, Jean-Christophe Gigot, en qualité de directeur de la LPO Auvergne, avez trouvé comme intérêt à participer ici à 2 jours de séminaire national à Nancy, au Palais des Congrès, consacré à l'Atlas, aux Atlas de la biodiversité communale? Qu'est-ce que vous en retirez? Ce que je trouve, c'est d'une part un formidable élan. On voit qu'il y a plein d'expériences qui se font à tout niveau, dans des petites communes de moins de 300 habitants, dans des communes ou des collectivités
de plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'habitants, des expérimentations dans tous les domaines. Et c'est vrai que c'est ce partage de la connaissance, cette mise en commun de l'information et le savoir-faire qui s'enrichit des expériences des autres qui me semble très, très intéressant. Et c'est vrai que je vais repartir enrichi de plein d'expériences qui ont été présentées hier et aujourd'hui. Et je vais m'en servir maintenant en Auvergne. Merci infiniment, Jean-Christophe Gigot, et bon retour en Auvergne. Je vous remercie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Laurent Godet, vous êtes presque là à la fin de ce séminaire national Atlas de la biodiversité communale qui s'est déroulé à Nancy au Palais des Congrès avec des acteurs venus de toute la France. Il y a encore une demi-journée demain matin de visite sur le terrain, puisque vous êtes aussi des naturalistes, donc la moindre des choses c'est d'aller voir concrètement sur le terrain comment ça se passe. Quand on est comme vous l'organisateur, Laurent Godet, pour bien sûr le compte du Parc naturel régional de Lorraine, d'un tel événement, j'imagine qu'il y a des points forts, des points faibles de ce genre de manifestation. Oui, bien sûr. Alors, commençons par les points faibles. C'est vrai que il est peut-être une époque où la relance en plein cœur de l'été de cette manifestation n'a peut-être pas forcément fonctionné. J'aurais souhaité beaucoup plus de participants, beaucoup plus de communes à travers la France pour venir écouter leurs collègues et voir ce qui en est retiré. Voilà le petit point faible que je noterais, c'est peut-être le taux de participation. Espérons que la biodiversité n'en pâtisse pas et que ça ne soit pas représentatif de la notion de biodiversité à travers la France. Ensuite, par contre, les points positifs, d'une part, j'ai trouvé une implication très très forte et des participants et des intervenants dans la salle. Il n'y a pas eu beaucoup à les relancer pour que des questions fusent, mais des vraies questions concrètes, sans artifice, brutes de forme, on va dire parfois, mais qui étaient vraiment très intéressantes parce que très constructives. C'était des questions qui attendaient des réponses pour aller plus loin dans cette dynamique d'ABC. Et c'est la principale chose que je retiendrai du séminaire, au-delà de l'organisation qui s'est fort bien passée, et j'en suis plus que satisfait dans tous les domaines. Mais en tous les cas, cette imprégnation des élus qui ont porté la parole devant la salle et les réponses avec l'AFB et avec tous les acteurs ont été vraiment super. Vous qui êtes responsable de la mission préservation et valorisation des patrimoines naturels au Parc naturel régional de Lorraine, vous êtes depuis un bon moment déjà, Laurent Godet, est-ce que vous notez une évolution, puisque vous évoquez les politiques, on évoque bien souvent la prise de conscience de nos concitoyens, mais on peut également évoquer celle de nos élus. Est-ce que vous notez une évolution, notamment à travers les discours qui ont été tenus ici lors de ce séminaire à Nancy? Est-ce que vous notez une évolution pas seulement dans le discours, mais aussi, dans la sincérité du propos? Oui, non, il est clair qu'entre 93, où on a débuté ces atlas, où il y avait quelques élus passionnés, parce qu'il y en a toujours et il y en aura toujours, il est vrai qu'il n'y avait pas forcément une motivation. On nous laissait faire, on va dire. Ça n'impliquait pas forcément grand-chose. Maintenant, il y a une vraie demande. Il y a des demandes de communes qui souhaitent qu'on restitue à nouveau ces atlas parce qu'ils n'en avaient pas l'opportunité à l'époque ou pas trop la conscience. On se rend compte que des villes comme, on a entendu le discours du maire de Nancy, qui sont vraiment à fond dans ces politiques de développement durable, de raisonnement à une autre échelle que leur propre échelle, d'aller plus loin sur la biodiversité pour bien comprendre qu'elle est un bien. Un bien pour l'humanité. Pour autant, ça reste au niveau du discours, ou est-ce que ça se traduit réellement par des choix politiques? Ça se traduit de plus en plus par des choix politiques. On le voit maintenant quand on fait des propositions de recréation de haies et de mares, où on faisait passer pour des rigolos il y a 15-20 ans. Maintenant, c'est des communes qui viennent nous solliciter. C'est des comités de communes qui portent des projets de restauration de réseaux écologiques de mares, comme la communauté de communes du Val-de-Moselle. Voilà, il y a vraiment une imprégnation beaucoup plus forte de conscience que c'est grâce à cela aussi que les citoyens sont bien et restent dans ces sites. On a vu le succès de l'appel à manifestation d'intérêt, plus de 900 communes, alors que l'Agence française de la biodiversité pour la biodiversité s'attendait à 200 dans l'année, 500 sur 3 ans. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la biodiversité, Laurent Godet, pour les années à venir? Ce qu'il faut aussi souhaiter, alors, l'implication citoyenne, l'implication des collectivités est la priorité pour la préservation. Ça, c'est clair que ce n'est pas les 51 parcs et puis les parcs nationaux qui pourront, à eux seuls, préserver les 15% des territoires qu'ils couvrent à travers la France et préserver la biodiversité française. Donc il faut que chaque citoyen s'en empare, c'est clair. Ce qu'on peut souhaiter aussi, c'est de ne pas laisser tomber le volet de la connaissance et donc du monde associatif qui est porteur de cette connaissance-là.
C'est un peu ce qui peut me faire peur, c'est qu'on voit bien que les crédits sont un peu en chute libre partout. Et c'est bel et bien les bénévoles et le monde associatif qui ont fourni je ne sais plus combien de millions de données à l'INPN. C'est encore eux qui sont les acteurs du territoire pour la connaissance. INPN pour Inventaire national du patrimoine naturel. S'il n'y a pas ces associations-là et s'il n'y a pas encore des moyens techniques humains de données pour les inventaires du patrimoine, eh bien, tout ça risque de disparaître et on n'en est encore qu'aux prémices des connaissances de nos territoires. Merci Laurent Godet. Merci à vous. Pour en savoir plus sur les atlas de la biodiversité communale, rendez-vous sur le site de l'Agence française pour la biodiversité à l'adresse www.afbiodiversité.fr et sur le deuxième séminaire qui s'est déroulé sur ce thème à Nancy les 21 et 22 septembre 2017, vous pouvez consulter le site du Parc naturel régional de Lorraine à l'adresse www.pnr-lorraine.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre « Je suis un homme » par Isabelle Marianne de Truchy de Varennes, alias Zazie, paru sur l'album Totem, sorti en 2007. Nature sauvage par la rappeuse française d'origine argentine Kenny Arcana, paru sur l'album L'Esquisse 2, sorti en 2011. Et enfin Birdsong par le groupe canadien The Wailing Janis, paru sur l'album Bright Morning Stars, sorti en 2011. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.